Bonjour et bienvenue dans cette deuxième capsule sur les gérontechnologies. La capsule d'aujourd'hui va porter sur les facteurs qui favorisent l'adoption de nouvelles solutions d'assistance technologique. Ce sont des facteurs que, lorsqu'on en tient compte, on maximise nos chances d'intégrer avec succès une technologie dans le quotidien d'une personne. La capsule d'aujourd'hui peut être tout particulièrement pertinente pour, par exemple, des professionnels de la santé qui cherchent à intégrer des technologies dans leur coffre à outils. Elle peut aussi être intéressante pour des proches aidants qui cherchent des solutions technologiques pour mieux supporter leurs proches. Et finalement, c'est une capsule qui peut aussi être intéressante si vous cherchez à intégrer des technologies dans votre propre quotidien. Parce qu'on le sait, les technologies, souvent, ont la fâcheuse habitude d'accumuler la poussière. Donc, on se les procure et on ne les utilise pas. Et ça, c'est parfois parce qu'on n'a pas tenu compte d'un de ces facteurs-là et que ça a finalement mené à l'échec de l'adoption de cette technologie. Donc, le premier facteur qu'on va aborder, c'est celui de la valeur ajoutée perçue. La valeur ajoutée perçue, en fait, c'est le facteur probablement le plus essentiel. C'est ce qui nous motive à intégrer une technologie dans notre quotidien. Donc, qu'est-ce que ça va ajouter de plus? En quoi ça va nous aider? En quoi ça va faciliter notre quotidien? Est-ce que ça vaut vraiment la peine, de sortir nos sous, mais aussi d'ajuster notre quotidien, puis de finalement faire la place qu'il faut à cette technologie-là. Donc, il faut qu'il y ait une valeur ajoutée. Et il faut qu'il y ait une valeur ajoutée perçue. Donc ça, c'est probablement l'enjeu le plus difficile, surtout quand on est un clinicien ou un proche aidant qui veulent ou qui voit la pertinence d'une technologie, mais pour quelqu'un d'autre. Donc, d'un, il faut qu'on soit capable de communiquer cette pertinence-là à l'autre personne dans un langage simple. Et deuxièmement, il faut que la valeur ajoutée soit pas juste pour nous, il faut aussi qu'elle soit pour l'autre. Donc, je donne un exemple, mais parfois quand on est un clinicien, par exemple, on peut trouver que c'est absolument pertinent d'avoir une technologie qui permet de favoriser la prise de médication assidue. On sait combien c'est important, les études le démontrent. On est au courant de la valeur. Mais il faut toujours considérer que peut-être que pour la personne, c'est pas absolument un essentiel dans son quotidien d'avoir une prise de médication assidue. Puis si on n'est pas d'accord sur la valeur ajoutée que ça a, c'est là que l'utilisation de la technologie est finalement mise en péril, parce que nous, on voit l'utilité, mais pas l'autre. Donc, c'est important d'être clair, puis de se comprendre, de se communiquer finalement, puis de réussir peut-être ou peut-être pas à convaincre l'autre que cette technologie-là, elle vaut la peine d'y mettre son temps. Et dans cette lignée-là, c'est important d'être capable d'expliquer dans un langage le plus clair possible, c'est quoi la valeur ajoutée de la technologie qu'on tente d'introduire. Donc, c'est particulièrement important d'éviter le jargon électronique. Et donc, un exemple, c'est plutôt que de dire ces appareils-là viennent avec du Bluetooth. On peut plutôt dire ces appareils auditifs-là viennent avec la capacité de recevoir le son directement de la télévision dans l'appareil. Donc, on entend beaucoup mieux ce qui se dit quand on regarde la télévision. Et on n'a pas besoin d'être le son aussi fort. Puis en plus, on peut se promener sur n'importe quelle chaise, puis on va entendre tout aussi bien. Mais si jamais on voit vraiment une technologie qu'on trouve qui est absolument essentielle et qui est pertinente, puis que peut-être que la personne ne voit pas tout à fait l'intérêt, dans ces cas-là, c'est particulièrement important de faire le calcul, l'estimation entre c'est quoi la valeur qu'on ajoute versus les changements ou l'interférence que ça a avec le quotidien de la personne. Par chance, il existe des technologies qu'on appelle passives, c'est-à-dire c'est des technologies qu'on installe dans le quotidien et qu'on n'a pas besoin d'interagir avec, on n'a pas besoin d'apprendre à s'en servir. Donc, il n'y a pas d'écran, ça fait juste, on l'installe là, ça fait son travail. Et par exemple, ça peut donner des informations aux cliniciens, aux proches aidants. Donc, ces technologies-là ont quand même une bonne chance de fonctionner parce que ils sont très peu lourds dans le quotidien de la personne. Il y a très peu de désagréments finalement à avoir à l'utiliser. Par contre, si on arrive avec une solution comme un agenda électronique, par exemple, qui ferait le rappel de prise de rendez-vous. Là, cet agenda électronique-là, il faut que la personne elle l'installe. Il va avoir un espace alloué à ça, visuellement. Ensuite, il faut qu'elle apprenne à s'en servir. Il faut qu'elle s'en serve quotidiennement pour qu'il soit à jour. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de charges supplémentaires dans le quotidien de la personne. Et dans une situation comme ça, pour une technologie comme ça, c'est encore plus important que la personne y voit vraiment une valeur ajoutée parce que sinon, la technologie ne va pas bien s'implanter dans son quotidien.
Et finalement, une dernière particularité par rapport à l'inclusion de technologies chez les aînés, c'est de considérer que pour la plupart des aînés, en moyenne, c'est un effet de cohorte, non? Donc, l'attrait du nouveau est pas aussi fort que chez les générations plus jeunes. Donc, sans nommer de nom, plusieurs personnes peuvent être tentées, par exemple, quand ils ont un appareil, la version 10, et que la version 11 vient juste de sortir, de se procurer la version 11 parce qu'elle est plus nouvelle, même s'il n'y a pas nécessairement justement cette plus grande valeur ajoutée perçue. Par contre, on se rend compte qu'en faisant des sondages aux proches des personnes plus âgées, le simple fait que ce soit nouveau, c'est pas suffisant pour le rendre intéressant. Et donc, c'est important finalement de trouver des technologies qui sont avant tout pertinentes et intéressantes. Donc, une fois qu'on a établi le premier facteur, donc la valeur perçue, et qu'on est sûr maintenant d'avoir la motivation de la personne, le deuxième aspect très important, c'est l'utilisabilité. Et l'utilisabilité, ça touche en fait justement à un thème qu'on a beaucoup abordé dans la première capsule, qui est le fait de designer, de faire des technologies qui sont accessibles à tous. Il y a justement, comme je le disais, un phénomène qui est de plus en plus saillant en technologie qui s'appelle en anglais Design for the Extreme, donc créer des technologies pour les extrêmes, et c'est de dire que on veut faire en sorte que les technologies soient le plus accessibles au plus grand nombre. Donc, autant des personnes aveugles, sourdes, qui sont peut-être analphabètes, qui ont peut-être des difficultés manuelles, de dextérité, qui ont des difficultés attentionnelles. Donc, finalement, c'est de faire en sorte que la plus grande quantité de gens possible puissent utiliser la technologie. Et quand on touche au terme de la géotechnologie, il y a quelques grandes lignes, guidelines, permettez-moi l'anglicisme, à respecter, qui sont souvent d'avoir la possibilité d'avoir une police plus grande, donc la grosseur de l'écriture, de s'assurer finalement que les boutons sont pas microscopiques, parce que des fois ça peut être difficile d'appuyer sur le bon bouton. Surtout des interfaces intuitives et minimalistes. Donc ça, c'est particulièrement important. On le voit entre autres avec les sites web qui ont de plus en plus de publicité un peu à gauche, à droite, les applications gratuites aussi qui se payent par des publicités, donc qui remplissent finalement les 2/3 de l'écran et qui viennent distraire l'utilisateur, en plus de possiblement être accroché puis nous sortir finalement de l'application dans laquelle on va être pour se ramasser sur un autre site qui veut nous vendre quelque chose. Donc, c'est particulièrement important d'avoir des interfaces épurées. Ça prend des formulations claires, ça prend des écrans. On favorise les écrans tactiles plutôt que le clavier et la souris. On se rend compte qu'il y a un plus haut taux de succès chez les populations plus âgées avec des écrans tactiles. On doit aussi penser à toutes les façons d'interagir avec l'interface au niveau moteur. Donc, les doubles clics, par exemple, ça peut être difficile pour certains individus. On pense à la maladie de Parkinson ou tout trouble qui amène des petits tremblements. Ça peut être particulièrement difficile. Beaucoup les manipulations à plusieurs doigts, donc par exemple agrandir avec ça ou utiliser plusieurs doigts, même si c'est très à la mode parce que ça permet d'avoir plein d'options, c'est important d'avoir toujours une deuxième façon de le faire qui ne nécessite pas cette manipulation-là parce qu'on peut avoir des gens qui ont de la difficulté à faire ce mouvement-là. Et finalement, il y a beaucoup de logiciels, d'applications qui ont tendance à tout condenser le tutoriel, donc le moment d'apprentissage de comment utiliser la technologie à la première utilisation. Et après ça, toutes ces informations-là pertinentes disparaissent. Donc ça peut être intéressant aussi de considérer des applications qui continuent de faire une formation continue finalement, où est-ce que toute l'information n'est pas garochée dès le départ ou à un moment où c'est fait beaucoup de choses à apprendre d'un coup et est toujours accessible. Donc même après des utilisations répétées, on peut toujours facilement retrouver comment faire certaines choses parce que c'est indiqué quelque part ou c'est facilement accessible. Le classique, c'est toujours en ayant un petit point d'interrogation à côté qu'on peut aller consulter pour avoir plus d'informations. Mais c'est toujours important de le dire, particulièrement quand on parle de vieillissement, il n'y a pas que des difficultés et des enjeux. Un élément facilitateur chez les aînés quand on développe la technologie pour eux, c'est qu'ils ont moins peur d'avoir des choses à lire que les jeunes. Donc, les plus jeunes préfèrent avoir des images, des pictogrammes et le moins de choses possible à lire, alors que
On a remarqué dans des études qu'avec des populations âgées, on peut se permettre d'avoir un paragraphe qui explique ce qui se passe, comment faire la chose, et la personne ne va pas nécessairement abandonner l'application juste parce qu'il y avait un peu de lecture à faire. Le troisième facteur est, ma foi, assez évident, mais c'est celui d'avoir une technologie abordable. Donc, bien sûr, plus une technologie coûte cher, plus ça va être difficile finalement pour les individus de se le procurer. Ça va être moins tentant et d'autres options vont être prises. Faut considérer qu'il y a beaucoup de gens qui vivent avec des revenus modiques et savoir développer une solution abordable, finalement, c'est la rendre plus universelle. Donc ça, c'est un facteur qui doit être considéré. Et c'est un enjeu surtout que il y a beaucoup de technologies qui sont tellement spécifiques. Par exemple, si vous développez une technologie pour les gens qui ont une démence à corps et Louis, bien évidemment, vous n'avez pas un grand bassin d'acheteurs et donc vous êtes forcé finalement de gonfler les prix pour pouvoir rentrer dans votre argent. Et donc, ces technologies-là qui sont très spécialisées, qui répondent à des besoins très spécifiques, peuvent être malheureusement très chères. Et c'est pourquoi la meilleure solution, malheureusement ou heureusement, ça reste toujours de faire du développement universel. Donc, si on fait une application comme, je donne un exemple, un logiciel qui permet de communiquer avec les autres, disons par exemple Skype ou Zoom, mais qu'on en fait une version qui est très accessible à tous, ben, il y a ça va être beaucoup plus abordable que finalement si on développe un logiciel de communication, mais dédié à certaines populations. Et dans ces cas-là, donc, ça va être beaucoup plus cher. Le quatrième facteur, c'est l'accessibilité de la technologie. Donc ça peut vouloir dire plusieurs choses. Premièrement, c'est de savoir que ça existe. Parce qu'il y a des technologies qui existent, mais qui ne sont pas nécessairement très médiatisées ou qu'on n'est pas au courant dans nos cercles sociaux que ça existe. Et donc, malheureusement, quand on ne sait pas que ça existe, on s'en procure pas. Donc ça, d'ailleurs, c'est un rôle très important que peut avoir un clinicien, un proche aidant, de s'informer des technologies qui existent pour informer donc son proche ou son patient. Ensuite, il y a aussi que ce soit une technologie disponible en vente libre. Donc, il y a beaucoup de technologies qui sont développées en laboratoire ou qui sont encore sous forme de prototypes et qui ne sont pas accessibles. Donc, on ne peut pas aller dans un magasin et se les procurer. Et finalement, comme on est au Québec, aussi d'avoir une technologie accessible en français, parce que toutes les technologies ne sont pas accessibles dès le départ en français. On regarde par exemple les assistants vocaux qui ont d'abord été développés de façon beaucoup plus poussée en anglais, finalement en français de France, mais ils ne reconnaissaient pas l'accent québécois, et donc finalement qui ont développé l'accent québécois environ 1 an et demi plus tard. Donc avoir des technologies dans notre langue, surtout encore une fois pour des technologies très spécialisées, c'est un enjeu quand même important. Et finalement, la dernière chose par rapport à l'accessibilité, c'est d'avoir une technologie qui requiert qui a peu de besoins complémentaires. Donc, ce qu'on entend par là, c'est que des fois, on peut avoir une application très efficace, très utile et vraiment pas chère. Mais pour qu'elle fonctionne, il faut que la personne ait un Internet, ce qu'elle n'a pas, avec un Wi-Fi, ce qui est peut-être pas là, un cellulaire pour recevoir un texto, un compte courriel pour s'abonner. Donc, tous ces besoins-là, finalement, viennent s'ajouter non seulement au côté économique du coût de la technologie, mais en plus, ça intègre, finalement, on n'intègre pas juste une technologie, on en intègre 4 nouvelles. Et ça peut être une barrière importante à l'accessibilité de la technologie. Le cinquième facteur, c'est probablement le nœud de la guerre, donc c'est le support technique. Le support technique, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand une personne a besoin de support pour intégrer la technologie dans son quotidien, soit au niveau du magasinage de la technologie, de l'installation de la technologie, de la phase d'apprentissage, de la phase de rafraîchissement et la gestion des bugs. Donc, ce qui est fréquent, c'est de voir que les gens sont généralement capables d'avoir un réseau quand vient le temps de l'installation de la technologie. Malheureusement, pour que l'installation de la technologie se passe bien, les autres étapes sont aussi très importantes. Par exemple, ne pas sous-estimer la phase du magasinage. Parfois, c'est une des phases les plus ardues parce que quand vient le temps de magasiner une technologie, on a des informations, c'est vraiment là que le jargon est le plus fort. Donc, vous promenez sur un site, par exemple Amazon, ou où vous regardez des applications, c'est pas tout le temps clair
en quoi consiste la technologie, comment elle est comparable à une autre, est-ce que c'est une arnaque, est-ce que c'est trop cher, est-ce que j'ai ce qu'il faut chez moi pour la faire fonctionner. Donc vraiment, cette phase-là est très importante de magasinage et des fois, c'est vraiment, à vrai dire, pour certaines personnes, on a seulement besoin de donner un support au niveau du magasinage, puis après ça, le reste va très, très bien. Ensuite, il y a évidemment, comme on disait, l'installation. Donc là, c'est vraiment le moment, le déballage finalement. Mais le problème, c'est que pour beaucoup d'individus, tout le monde est là quand vient le moment d'installer, mais ils disparaissent par la suite et la technologie reste là. Donc, l'autre étape qui vient après, qui est très importante, c'est la phase d'apprentissage. Et donc là, c'est vraiment un moment où est-ce que c'est important de laisser la personne explorer la technologie avec support, si elle en a besoin, d'aider dans cette phase-là. Et particulièrement pour les gens qui ont de la difficulté là, à apprendre à utiliser des nouvelles technologies, c'est important d'être là parce que les études démontrent qu'il y a un type d'apprentissage qu'on appelle l'apprentissage sans erreur qui peut être favorable. Donc ça, dans sa version la plus simple possible, ce serait de dire que une façon typique d'apprendre à utiliser une technologie pour la première fois, c'est d'explorer, c'est de faire du essai-erreur. Mais pour les gens qui ont des problèmes d'apprentissage, ça peut être vraiment néfaste de faire ça parce qu'on fait des erreurs, puis des fois, c'est ça qu'on va retenir, l'erreur plutôt que la bonne façon. Donc, dans ces moments-là, c'est là que ça peut être important d'avoir quelqu'un qui connaît déjà la technologie et qui peut nous enseigner du premier coup comment le faire comme il faut. En plus, au niveau de l'anxiété, c'est vraiment plus facile parce que des fois, ça peut être inquiétant de savoir est-ce que j'ai fait quelque chose de grave, est-ce que je suis en train de briser la technologie. Donc, d'avoir quelqu'un qui est familier, qui peut nous aider dans ces premières étapes-là, c'est vraiment, vraiment favorable. Et ensuite, ben, c'est de faire un petit rafraîchissement de temps en temps parce que le premier jour, il y a tellement d'informations que ça peut être intéressant on fait une nouvelle visite quelques semaines, un mois plus tard, de revenir, de prendre le temps. Puis, où est-ce que ça a été quoi les barrières? Comment ça a été? Est-ce qu'il y a des affaires que t'intriguent, que tu voudrais qu'on explore plus? Donc, pas juste faire ça une journée, mais vraiment de répéter l'expérience pour faire du rafraîchissement. Et le dernier, ben, c'est la gestion des bugs. Donc, petite anecdote là-dessus, j'ai moi-même développé une application que j'ai fait tester par plusieurs personnes entre 25 et 35 ans. Et ils m'ont dit, non, il n'y a pas de bug, tout va très bien. Et ensuite, je l'ai donné à un groupe de personnes moins habituées avec les tablettes et les ordinateurs, âgés 65 ans et plus. Et tout à coup, il y avait plein de bugs parce que ce qui est absolument intéressant, c'est que comme il y avait moins d'a priori par rapport à ce qu'ils devaient faire, ils ont fait des choses que moi, j'avais pas prévu qu'ils feraient. Ils ont appuyé sur des boutons, ou ils ont glissé des boutons, alors que moi, je pensais qu'elle appuyait. Et donc, ça l'a fait apparaître plein de bugs, qui étaient ma faute en tant que programmeur, je dois le dire. Mais donc, il faut pas sous-estimer des fois les bugs qui vont apparaître. Et ça, c'est un aspect qui est quand même difficile à gérer, surtout quand on est à distance. Rapidement comme ça, moi, je trouve que c'est toujours plus facile sur place parce que se parler de technologie au téléphone, c'est pas évident. La petite boîte, le X, il est apparu ça. Sur place, la deuxième meilleure option, c'est d'utiliser des logiciels comme TeamViewer qui nous permettent de partager l'écran lorsque c'est possible. Sinon, si vous avez accès à un cellulaire, ben, filmez l'écran puis de la montrer à l'autre personne. C'est vraiment, vraiment aidant d'avoir un support visuel quand vient le temps de gérer les bugs ou d'être en étant sur place ou par écran interposé. Et je parlais un peu plus tôt d'apprentissage sans erreur. Ben, une façon de faciliter ça, des fois, c'est des solutions très, très simples et très peu technologiques, comme ici, de coller les boutons qui sont superflus pour éviter finalement d'utiliser ceux-là, d'attirer l'attention sur ceux qui sont pertinents. Ça peut aussi être de laisser un petit bloc-notes, des post-it, un petit cahier proche de la technologie pour finalement avoir des rappels. Donc, ne pas négliger la pertinence du papier collant et du papier. On a donc déjà couvert 5 facteurs favorisant l'intégration de nouvelles technologies, soit la valeur ajoutée, l'utilisabilité, l'abordabilité, l'accessibilité et le support technique. Il y a 5 autres facteurs qui font partie de cette liste-là, mais on va les couvrir dans une vidéo qui suivra.